Les vins mutés, ça vous évoque quoi? Des vins OGM? Ou peut-être des vins qui ont subi une sorte de mutation, de transformation? Alors si vous pensez à la deuxième option, vous n'êtes pas si loin de la vérité. Surtout que je suis sûre que vous connaissez et vous avez peut-être même déjà goûté des vins mutés sans savoir qu'on appelait ça comme ça. Alors effectivement, je vous rassure, on va pas parler d'OGM, mais bien de vin, et plus précisément d'un mode de vinification assez particulier. Alors muter un vin, on appelle ça le mutage, c'est un processus qui permet d'obtenir des vins avec une forte teneur en sucre et en alcool, souvent d'ailleurs entre 16 et 23 degrés. C'est différent des vins moelleux et des vins liquoreux comme le sauterne, hein, c'est pas du tout le même principe. Et ça se fait en rouge, en blanc et un peu en rosé. Alors est-ce que tu as quelques exemples? Parce que c'est vrai que vin muté, on n'entend peut-être pas souvent ce nom-là, il y a peut-être des noms plus précis. Ah non, c'est vrai, on peut même oublier que c'est du vin à la base. Alors quelques exemples plus ou moins connus qui viennent de différentes régions. Il y a les Banyuls, les Moris, le Porto même, qui est fait de la même manière, les Muscat, Muscat de Rivesaltes, Muscat de Frontignan, Pinot des Charentes, le Floc de Gascogne, voilà. C'est sûrement des alcools que vous avez déjà dégustés en apéritif ou en dessert, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, hein, quand on reparlera des accords mets et vins. Effectivement, mais on verra ça en fin d'épisode. Et maintenant, donc, on situe un petit peu mieux avec des noms plus concrets. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on les fait, ces vins mutés? Alors, jusque-là, on parlait de vins mutés, mais il faut savoir qu'il y a deux sous-catégories. Il y a les vins doux naturels, ça finalement c'est peut-être un terme que les gens connaissent un petit peu plus, et les vins de liqueur. Le processus est différent et le résultat aussi. Je te propose qu'on commence par les vins doux naturels. Dans ce cas, quel est le processus pour les obtenir? Alors, pour les vins doux naturels, par exemple les Moris, Banyuls, Muscat, etc., Muscat Baume de Venise, voilà, mais aussi dans d'autres régions du monde, le Porto, par exemple, qui est fait de la même manière. Alors, on récolte les raisins à pleine maturité, pour avoir plein de sucre potentiel. Donc, c'est des vins qu'on produit souvent plutôt dans des régions chaudes, Oui. pour qu'il y ait beaucoup de sucre. On lance la fermentation en cuve, comme si on faisait un vin classique. Et à un moment très précis, on va interrompre la fermentation en ajoutant de l'alcool neutre, de l'alcool à 96 degrés, genre eau de vie, de l'alcool vinique neutre. Et cet alcool va tuer les levures, celles qui permettaient de fermenter, hein, de continuer la fermentation. Donc il reste du sucre, qui n'a pas encore fermenté, et il y a de l'alcool en plus. Donc on obtient un vin qui a un taux de sucre résiduel élevé et un taux d'alcool plus élevé que pour les vins classiques. Alors, on ne s'arrête pas là. Soit on le conserve à l'abri de l'air dans des cuves fermées, voilà, comme ça on garde les arômes du fruit. Soit on fait un élevage au contact de l'air, donc on appelle ça oxydatif, et là on développe des arômes plus complexes. Des élevages toutes formes, dans des bonbonnes en verre, dans des vieux foudres hyper vieux, voilà. Il y a un petit peu, ça donne des arômes vraiment, vraiment plus complexes. Et alors, les vins de liqueur, en quoi est-ce que c'est différent? Alors, pour les vins de liqueur, la différence, c'est qu'on ajoute l'eau de vie avant la fermentation, avant que le sucre ait commencé à être transformé en alcool. Donc, tout l'alcool de cette boisson-là vient de l'eau de vie. Alors que, comme j'expliquais tout à l'heure, pour les vins doux naturels, commence en fermentation, et ensuite on arrête le processus de fermentation. Donc on a un peu d'alcool qui vient de la fermentation et le reste Et qui le vient reste qui vient de ce qu'on a ajouté comme alcool. Et ensuite vient un élevage en fût. C'est le cas du Pinot des Charentes, qu'on mute avec du cognac. C'est pas de l'alcool vinique neutre, puisque c'est déjà un alcool. Ou alors le Floc de Gascogne, on fait pareil, mais avec de l'armagnac. Voilà. Il y a aussi, dans le même exemple, le Macvin du Jura, qui est muté au Mar de Jura. Chaque région un peu le fait avec l'alcool de la région. C'est local, voilà. C'est une production traditionnelle locale. Et alors, côté dégustation, à quoi ça ressemble? Bon, on a vu qu'il y avait beaucoup de sucre, beaucoup d'alcool, mais encore. Alors, il y a comme on a vu, plusieurs niveaux de complexité, mais il y a surtout beaucoup de fruits, parce qu'en fait, cet ajout d'alcool
capture l'essence même du cépage lui-même. Donc, c'est le raisin qui permet ça, surtout quand on utilise du muscat, par exemple, qui est hyper aromatique. On reconnaît bien ce cépage. Donc, on a des arômes fruités, parfois assez floraux, comme dans du vin habituel, mais aussi un petit peu de miel. Dans les blancs, on retrouve beaucoup des arômes de miel, de fruits exotiques. C'est vraiment des vins très aromatiques. Parce que, évidemment, le type d'arôme dépend des cépages utilisés. On a vu pour le muscat, c'est très floral le muscat, et un peu exotique. Et puis, comme ils vieillissent bien, grâce au sucre et à l'alcool, c'est comme les confitures, ça se garde longtemps. C'est du fruit qui se garde longtemps parce qu'il est confit dans le sucre. Là, c'est un peu la même chose. En plus, il y a de l'alcool. On peut atteindre des âges très très avancés, 10, 25 ans. Et là, ça se transforme un peu. Il y a aussi la période d'élevage qui ajoute ça, des arômes de fruits secs, de dattes, de café, de cacao, de noix. Je me souviens à la boutique 3x20 il y a quelques années, on avait un Rivesaltes de 1945 qui avait des arômes d'une complexité incroyable. C'est des vins qui sont quasiment indestructibles parce qu'ils ont cette conservation grâce à l'alcool et au sucre qui les garde longtemps très fringants. Alors par exemple, si on m'a légué une bouteille de Rivesaltes 1947 ou même un plus jeune, avec quoi est-ce que je vais pouvoir les déguster ? En fait, ça fonctionne bien avec certaines entrées. Je pense notamment au muscat de Frontignan, muscat de Rivesaltes, muscat baume de Venise. On utilise souvent ça avec du foie gras par exemple en entrée. Ça se fait un peu moins, faut dire, c'est un peu plus un truc de une ou deux générations avant nous, mais voilà, ça permet d'avoir un truc très plaisant, très rond, très satisfaisant, à l'apéritif ou en entrée. On utilise souvent aussi le Porto avec du melon. Ça marche, ça marche. Faut faire juste attention parce que ça ne sature pas le palais dès le début du repas. Ça, chacun pourra faire attention à ça, mais ça va surtout bien en fin de repas, notamment avec les fromages à pâte persillée, parce qu'on a ce truc de sucré-salé qui est assez magique, vraiment. Ça va aussi hyper bien avec tout ce qui est chocolaté, parce que souvent il y a des arômes, notamment dans les vins rouges, vins doux naturels rouges, vins mutés rouges. Ça va particulièrement bien avec tout ce qui est praliné, chocolat, mocha, voilà, toute cette famille d'arômes un peu empyreumatique, ça va vraiment très très bien. Et puis aussi, ça va très bien avec rien, parce que c'est des vins qui sont souvent très complexes et qui se suffisent à eux-mêmes après le repas ou en guise de dessert, voilà, tout seul. Ça marche très bien aussi. Bon, parfait. Voilà, maintenant ce sera à vous de jouer quand on vous proposera un vin muté à l'apéritif ou en dessert, comme tu disais, là où c'est peut-être plus approprié. Dans le prochain épisode, on continuera le Tour de France viticole avec la région de Bordeaux. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x1.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.